Fra Mauro était le Google Earth des années 1450. C'était un moine du XVe siècle. Si vous aviez atterri à Venise au milieu du XVe siècle, vous auriez peut-être été abordé par un moine au nez proéminent et au chapeau ample ressemblant à un schtroumpf. Ignorant votre épuisement et votre odeur corporelle atroce, après un long voyage en mer, il vous aurait traîné jusqu'à une taverne voisine et vous aurait contre-interrogé sur votre voyage. Quel temps faisait-il? Quel type de pierres précieuses étaient extraites là-bas? Quels animaux avez-vous rencontrés et combien de têtes avait-il? Célèbre pour ses talents de cartographe, il avait été chargé par le roi Alphonse du Portugal de réaliser cette carte du monde. Les Portugais étaient des explorateurs passionnés et de riches clients, et avant l'imagerie satellite, Venise était le paradis des cartographes. Les commerçants arabes et les explorateurs du monde passaient par le port, donnant à Fra Mauro une source incomparable de potins et d'histoires sur le monde. La chute de Constantinople, survenue quelques années avant que la carte ne soit terminée, aurait également fourni une riche source de réfugiés qui auront beaucoup voyagé, vraisemblablement disposés à échanger leurs histoires contre du pain ou de la bière. Il interrogea ces voyageurs avec une curiosité incomparable, proche de la belligérance, recoupant leurs récits avec la vaste bibliothèque de son monastère dans la lagune de Venise. Il a utilisé leurs informations pour dessiner la carte elle-même et l'a parsemée de près de 3000 annotations. Fra Mauro aimait les bonnes histoires et sa carte regorge d'images d'ambre, de rubis, de perles, de diamants, de mannes et d'autres choses remarquables. Des serpents à 7 têtes parcourent la province de Malabar en Inde, des troglodytes sont sauvages en Afrique de l'Est et la mer de Barents, près de la Norvège, abrite des poissons qui peuvent percer des navires avec une pointe qu'ils ont sur le dos. Des trésors plus exotiques incluent un lac sur une île de l'océan Indien qui peut transformer le fer en or. Dans la notation qui l'accompagne, Fra Mauro s'empresse d'expliquer qu'il ne croit pas un mot de cette histoire et l'inclut juste pour rendre justice au témoignage de nombreuses personnes. Étant donné qu'il a répété cette histoire particulièrement à 3 endroits différents et qu'il l'a dessiné pour faire bonne mesure, un lac d'or spectaculaire au milieu des îles Andaman, son scepticisme semble pour le moins ambigu. Aux yeux d'aujourd'hui, les monstres, les lacs de vin de miel et les cannibales suggèrent la crédulité. En réalité, les annotations sur la carte sont pleines de doutes et de scepticisme. En Inde, comme en Afrique, Fra Mauro n'accorde aucun crédit aux histoires sauvages de monstres humains et d'animaux. Notant qu'aucun des voyages avec lesquels il a parlé n'a pu confirmer ces histoires. Je laisse les recherches en la matière, conclut-il sarcastiquement, à ceux qui sont curieux de ce genre de choses. Fra Mauro était également exceptionnel dans son rejet de l'autorité religieuse et classique. L'Europe n'était pas à l'époque un havre de tolérance religieuse. L'Inquisition espagnole a commencé 20 ans seulement après l'achèvement de la carte. Les cartographes se sont donc concentrés sur le bonheur de l'Église plutôt que sur les détails géographiques mineurs. Des cartes médiévales montraient l'emplacement de l'arche de Noé, discutaient de la dépravation des païens et illustraient les hideux géants Gog et Magog cachés dans le Grand Nord et attendant avec impatience l'Apocalypse. Fra Mauro, en revanche, a adopté une approche strictement empirique. Le jardin d'Éden a été relégué dans une sidebox, non montré dans un emplacement géographique réel. Il a sévèrement noté que la tradition selon laquelle les Gog et Magog vivaient dans les montagnes du Caucase est certainement et clairement erronée et ne peut en aucun cas être respectée, car de nombreuses personnes vivaient et voyageaient dans les montagnes et ils auraient remarqué des phénomènes monstrueux des géants vivant en proximité. Fra Mauro a également critiqué diverses autorités classiques, tel un écolier effronté ou un commentateur sur un forum en ligne. Fra Mauro a commencé sa critique en disant qu'il ne pouvait pas paraître contraire, mais qu'il ne pouvait s'empêcher de constater que tout le monde avait tort. Ptolémée s'est trompé sur la taille de la Perse, a mal étiqueté le Sri Lanka et n'a pas réalisé qu'on pouvait naviguer tout autour de l'Afrique. Concernant la circonférence de la Terre, Fra Mauro a cité quelques avis d'experts et a conclu avec dédain qu'ils ne sont pas d'une grande authenticité,
car ils n'ont pas été testés. Son scepticisme robuste a marqué une transition des traditions médiévales vers l'enthousiasme intellectuel de la Renaissance. En conséquence, la carte de Fra Mauro était la plus précise jamais réalisée à l'époque. Il ne s'agissait pas seulement de ces stéréotypes nationaux d'une précision perçante. Les Norvégiens étaient forts et robustes, tandis que les Écossais étaient des mœurs faciles. Il fut le premier à décrire le Japon comme une île et le premier Européen à montrer qu'on pouvait naviguer tout autour de l'Afrique. Cette dernière découverte s'appuie sur les rapports de commerçants malheureux emportés par une tempête autour de l'Afrique du Sud, apprenant qu'elle était circumnavigable et généreusement dotée d'oiseaux de 60 pieds, capables de ramasser des éléphants. En décrivant les richesses, les routes de navigation et les peuples du monde entier, Fra Mauro n'a pas seulement décrit le terrain, mais a également contribué à encourager une exploration et une analyse plus poussée, menant au célèbre âge de l'exploration et à la découverte des Amériques. L'intérêt moderne pour la carte de Fra Mauro a été suscité par Placido Zurla, moine du même monastère, qui a publié une longue étude en 1806. Depuis lors, il a été largement reconnu que Fra Mauro était bien en avance sur son temps grâce à ses connaissances géographiques précises, sa volonté de défier l'autorité et mettre l'accent sur l'observation empirique. La carte est suffisamment précise pour guider les chercheurs vers des sites archéologiques encore inconnus. Par exemple, les contacts de Fra Mauro au sein de l'église éthiopienne lui ont permis de cartographier l'Éthiopie médiévale avec des détails surprenants. Il a écrit avec précision un certain nombre de caractéristiques géographiques, la rivière Awash, les chaînes de montagnes entourant Addis Abeba, ainsi que la montagne et le monastère Zikala, qui sont toujours là 500 ans plus tard. Outre les caractéristiques géographiques, Fra Mauro a tracé des villes anciennes qui, pendant des siècles, ont supposé n'avoir jamais existé. Cette hypothèse est aujourd'hui contestée par les archéologues qui ont trouvé des signes indubitables d'habitations passées dans les sites indiqués par Fra Mauro. Bien qu'aucune fouille n'ait commencé, des éclats d'obsidienne et des morceaux de poterie jonchent le paysage et de petits murs de vieilles meules et des fondations usées sont visibles sous la mousse et les buissons. S'il était vivant aujourd'hui, Fra Mauro serait probablement déçu d'apprendre que des lacs d'or et de vin n'existent que dans l'imagination des voyageurs qu'il a interviewés. Il serait cependant heureux de savoir que sa carte s'avère plus précise que ce que des cartographes sceptiques lui accordaient et qu'elle constitue toujours un point de départ pour la recherche et la découverte. Cette carte qui illustre donc une connaissance approfondie de l'Afrique, de l'Asie, à la fin de la période médiévale parmi les Européens, le nombre centres habités et établissements urbains présents dans toute l'Afrique, petits établissements, grands établissements sous forme de bâtiments de différents types, châteaux et villages fermés, sont particulièrement intéressants. On peut en dire autant des détails de l'Asie, ce qui n'est pas surprenant, comme dans le cas de l'Afrique où l'histoire normative a montré qu'elle était peu urbanisée jusqu'à la période moderne. Certains noms de lieux en Afrique sont restés inchangés à ce jour, comme la Mauritanie, l'Éthiopie, la Nubie et l'Égypte. La navigation semblait submerger les mers sur cette carte. Le nombre et le type de navires transportant des marchandises et des personnes remplissaient les zones aquatiques de la carte, illustrant l'activité des voyages et du commerce au XVe siècle. Pour finir, mon avis est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'on nous dit sur la façon dont est la Terre. Donc, c'est possible que les soi-disant récits imaginaires peuvent être tout aussi vrais, étant donné qu'on n'est pas allé au-delà des murs de glace. Enfin, si, certaines personnes. Donc, je vous inviterai à regarder d'autres de mes vidéos pour comprendre certaines choses et approfondir le sujet. Bonne fin de journée à tous. Ciao, ciao!